Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 octobre, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Le 43e congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée se tient en ce moment à Palerme en présence du souverain. Nous ouvrirons une large page économique avec une conférence sur l'attrait des pays du Golfe, mais également un forum dont le but est de renforcer les liens économiques entre Monaco et le continent africain. Notre invité sera le président de la Fédération des entreprises monégasques, la FEDEM. Nous prendrons avec Philippe Ortelli le pouls économique et social de la principauté. La crèche de Monte-Carlo fait l'objet d'une rénovation depuis le mois de juillet, la présentation de l'avancée des travaux dans un reportage. Et ça sera l'occasion pour nous de recevoir Chloé Boscagli-Leclerc, adjoint au maire et déléguée à la petite enfance et aux familles. Elle fera un tour d'horizon sur l'ensemble des crèches de la principauté et bien d'autres choses encore dans ce journal. Le 43e congrès de la CIUSM se déroule jusqu'au 18 octobre prochain à Palerme, en Italie. Plus de 400 chercheurs du monde entier se réunissent pour discuter des écosystèmes marins et du changement climatique, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Ce 43e congrès CIESM se concentrera sur des défis cruciaux pour la Méditerranée et la mer Noire, tels que les pratiques de la pêche durable, l'impact du changement climatique et l'engagement des communautés côtières pour préserver ce milieu marin. La Commission couvre un vaste champ de disciplines marines grâce à ses ressources humaines exceptionnelles. Plus de 4000 chercheurs marins issus d'environ 500 instituts de recherche. Cette expertise est structurée en 6 comités. Les enjeux de cette 43e Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée sont multiples. Ce sont les défis malheureusement globaux qui sont encore plus évidents dans une mer comme la nôtre qui est entourée par des côtes et beaucoup, disons, d'habitants qui les peuplent. Ce sont les défis liés au changement climatique, à l'impact des activités humaines, au transport qui devrait de plus en plus, comme c'est le cas pour le moment, heureusement, s'occuper justement de travailler sur de nouvelles technologies moins impactantes, et à toute autre activité qui transfère sur la mer de la pollution. Lors des échanges, la protection des baleines et des dauphins sont au cœur des discussions face aux menaces grandissantes. Entre les collisions avec les navires et les effets du réchauffement climatique, ces espèces sont en première ligne. Ces géants des océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre écosystème marin. Pourtant, ils sont aujourd'hui menacés. Le ricerche che conduciamo aiutano molto la conservazione delle specie che studiamo e delle specie minacciate. Studiamo il traffico, il problema delle collisioni tra le imbarcazioni e le balene, l'utilizzo dell'habitat, quindi come una balena o un delfino cambia le proprie abitudini al variare delle situazioni ambientali. Adesso si parla molto di riscaldamento globale e quindi le balene e i delfini dovranno cercare di adattarsi in qualche modo a questo problema, a questa situazione, e durante i prossimi giorni proprio si andranno a discutere le varie misure che si possono intraprendere per mitigare questa pressione antropica. Particulièrement vulnérables aux variations de température, les coraux subissent des transformations profondes. Ces changements peuvent avoir des répercussions sur la santé des océans, impactant ainsi la régulation du climat et de la biodiversité. La CIESM et le Centre scientifique de Monaco œuvrent pour protéger et restaurer ces trésors écologiques de la Méditerranée. On a fait des études sur l'effet du réchauffement climatique, sur la réponse des anémones aux infections par des bactéries, des vibrios, qui sont des bactéries qui sont pathogènes pour l'homme, mais également qui peuvent être pathogènes pour les cnidaires, pour les coraux et le corail. Il en ressort qu'avec le réchauffement climatique, les anémones perdent leur capacité à se défendre face aux infections. Donc il y a une perte des algues, donc qui est souvent associée à un blanchissement des coraux, mais il y a aussi des modifications de la réponse immunitaire parce que les cnidaires possèdent un système immunitaire inné qui ressemble au nôtre. Et en fait, ce système immunitaire est modifié avec le réchauffement climatique. La rencontre de la CIESM à Palerme marque un moment clé pour la préservation de la Méditerranée. Face aux défis écologiques grandissants, la coopération scientifique et la mise en place de solutions collectives apparaissent comme essentielles pour protéger cet écosystème unique.
Lors de son déplacement en Sicile, le souverain a visité plusieurs monuments emblématiques de Palerme, notamment le Palazzo dei Normanni, où il a rencontré le président de l'Assemblée régionale sicilienne. Il a également visité, entre autres, la cathédrale de la ville, symbole de l'histoire sicilienne, construite au XIIe siècle et témoin des différentes influences qui ont marqué la région. Ouvrons une page économique. Le Monaco Economic Board vient de proposer une conférence avec pour thématique les pays du Golfe, une région en constante transition et aux multiples enjeux géoéconomiques. Dans ce reportage, Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance, nous explique en quoi il faut s'inspirer de cette région. Reportage d'Alban Jean-Jambre et Alex Avial. Leur PIB est très équilibré. Comment les pays du Golfe sont passés en l'espace de 50 ans d'une zone riche sur ses ressources naturelles à une économie orientée autour du savoir et des investissements? Comment ce modèle économique s'est-il sophistiqué? Les entreprises monégasques sont à l'écoute de nouvelles idées. En fait, ils ont vraiment compris que les ressources fossiles étaient juste une passade. Les entreprises, elles sont dans une dynamique d'écosystème parapublic très bien financé qui leur permet d'aller conquérir des parts de marché à l'international, d'aller poser des pierres, en fait, semer des investissements qui sont très rentables sur la tech américaine, sur la santé. Ils envoient tous leurs jeunes aller étudier à l'étranger pour pouvoir revenir au pays et être médecin, plutôt que par exemple avoir des universités de médecine et de secteur de santé. Un modèle économique sur lequel peuvent s'appuyer les entreprises monégasques qui cherchent à activer leur capital. Dans une économie qui se polarise, qui se fragmente, en fait, il faut trouver cette agilité que les entreprises du Golfe ont trouvée en faisant des zones franches dans les Émirats, en dessinant des politiques industrielles très marquées. Dans l'Arabie Saoudite par exemple, et donc comme Monaco, un pays où il y a une cagnotte en fait, même si je sais qu'elle est moins importante que ce que d'aucuns aimeraient, il y a cette idée de réinvestir dans l'infrastructure publique, qu'elle soit celle qui permet de couper des rubans pour montrer qu'on a construit des villes et qu'on a construit des infrastructures, comme celle de la connaissance et des savoirs qui au final donnent vraiment des bénéfices sur le lendemain, quoi. Et donc je pense que ce soit les Émirats, l'Arabie Saoudite, d'autres pays aussi de la région, ils ont su démontrer qu'en fait on peut être riche et malin et pas juste se reposer sur la manne ou sur la rente en fait. Le Monaco Economic Board voyagera à Abu Dhabi courant 2025 pour étudier cette région de plus près. Toujours dans le chapitre économique, l'Africa Day a eu lieu récemment au Yacht Club de Monaco, organisé par le CEMA, Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, avec le soutien du Monaco Economic Board et de la FEDEM. Ce forum a pour but de renforcer les liens économiques entre Monaco et le continent africain. Les détails de ce rassemblement dans ce reportage signé Paola Semoa et Camille Caloni. C'est un rendez-vous économique de grande ampleur. Cette troisième édition de l'Africa Day a rassemblé plusieurs acteurs économiques de Monaco, des îles Maurice, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains. Une rencontre d'envergure organisée par le CEMA. L'objectif était aujourd'hui de faire un petit point sur ce qu'on a fait pendant 10 ans, les différentes missions économiques que nous avons menées à Kinshasa, Dakar, Abidjan, Casablanca, Djibouti. Les webinaires qu'on a mis en place avec le Monaco Economic Board, qui est notre partenaire de référence maintenant depuis ces dernières années. Et donc, l'objectif aujourd'hui était de se dire, on a bien travaillé en Afrique ensemble, avec tous les membres du CEMA en équipe, et du Monaco Economic Board, quelle est notre vision pour les 10 ans qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on a dénommé Vision 2035, ce troisième Africa Day. Pendant toute cette journée, ils ont exploré des panels thématiques tels que la croissance économique en Afrique de l'Ouest. Tous nos pays d'Afrique de l'Ouest, et je dirais peut-être même plus généralement d'Afrique, sont encore des importateurs de produits alimentaires. On importe du riz, on importe du blé, on importe la nourriture, alors qu'il y a des terres arables. Ou encore les risques de devises. Cette combinaison de facteurs, en fait, a mis énormément de pression sur les devises des pays émergents de manière générale, mais surtout des pays en développement. Et puis on avait un dollar qui était structurellement fort. Le forum en a séduit plus d'un, à la star de Iron Gerberen. Il y a entre la principauté et Maurice une relation qui date depuis les années 70 avec la famille princière. Et puis évidemment avec le développement économique, il y a eu beaucoup d'échanges entre Maurice et la Réunion, notamment à travers les institutions. Donc beaucoup déjà avec les opérateurs monégasques à travers le CEMA. Il y a plusieurs membres du CEMA qui sont très actifs sur l'Afrique.
économique, y compris Maurice. Ce rapprochement qui existe depuis très longtemps entre la famille princière et Maurice, évidemment, c'est quelque chose qui a toujours facilité les échanges entre Maurice et Monaco. Et nous sommes convaincus que ça va aller encore plus loin et plus d'échanges entre nos entrepreneurs des deux côtés. L'avenir de la coopération économique entre Monaco et l'Afrique promet donc d'être fructueuse et bénéfique à long terme. Ils se retrouveront en octobre prochain pour la 4e édition de l'Africa Day. Je vous l'ai dit en introduction, l'Africa Day a été organisée en partenariat avec la FEDEM et nous allons recevoir son président. Avant cela, quelques chiffres. 63 479 personnes. C'est le nombre de salariés en principauté, secteur public et privé à la fin de l'année 2023 selon l'INSEE, ce qui correspond à un peu plus de 5 000 salariés dans la fonction publique et plus de 58 000 salariés dans le secteur privé. Un dernier chiffre, 6 357 employeurs du secteur privé, parmi eux le président, comme je l'ai dit, de la Fédération des entreprises monégasques, la FEDEM. Prenons le pouls économique et social avec lui. Philippe Ortelli, bonsoir. Bonsoir. Du côté de la FEDEM, quel est votre sentiment sur cette rentrée politique économique et notamment avec un nouveau ministre d'État? Écoutez, nous sommes dans l'expectative. Un nouveau ministre d'État, c'est une manière de travailler. L'économie mondiale et monégasque est en train de se transformer manifestement de manière assez forte et Monaco change, comme le monde change. Malheureusement, les guerres continuent et se développent. L'économie européenne est souvent pas forcément aussi active que l'économie asiatique ou l'économie américaine. Donc tout ça, nous sommes dans l'expectative, mais nous pensons que Monaco a un potentiel de développement économique encore important si les bonnes décisions sont prises pour améliorer tout ce qui peut l'être à Monaco. Et est-ce que les annonces gouvernementales en faveur de la formation professionnelle sont de nature à vous satisfaire? Nous avons toujours soutenu la formation professionnelle de nos salariés. Depuis plus de 15 ans, et je remercie le gouvernement, il participe financièrement à hauteur de près de 30%, donc un tiers, à un système de formation mis en place par la fédération patronale en accord avec le gouvernement, qui fait que quand une entreprise forme un salarié, avec des entrepreneurs monégasques de formation professionnelle, 30% du coût de la formation est pris en œuvre et pris en charge par le gouvernement. C'est le principe de aide-toi, le ciel t'aidera, et nous formons près de 2000 personnes par an selon ce dispositif dans les langues étrangères, l'informatique, les techniques de management et maintenant un certain nombre d'autres sujets comme la formation anti-blanchiment et les nouvelles technologies. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé parlait sur notre antenne la semaine dernière d'une croissance depuis 10 ans, d'une hausse de salariés de plus de 2% par an, plus de salariés, 2% chaque année. Quel est votre point de vue par rapport à cette croissance? C'est une bonne chose? Ça n'est pas suffisant? Quel est votre point de vue? Non, c'est suffisant. Soyons clairs, quand je suis arrivé en 1990, on était à peine presque 25 000 salariés. Monaco a la capacité de créer sur 2 km², 1000 emplois par an en moyenne depuis 30 ans. C'est formidable sur un petit pays comme le nôtre. Et nous pensons que nous pouvons continuer en développant à la fois l'attractivité du pays au niveau infrastructure, au niveau logement d'actifs, au niveau télétravail et au niveau système social attractif pour nos salariés. Je ne vais pas dire seulement généreux, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il évite certaines triches aussi parfois, mais tout cela ensemble attire les bons, et ce sont les bons qui développent notre économie. Et quel est votre point de vue sur les doléances de l'Union des syndicats de Monaco qui ont manifesté récemment et qui réclament un SMIC en quelque sorte à Monaco à un peu plus de 2500 €? Je répondrai déjà que on a déjà perdu de l'industrie à cause d'un coût de la productivité des serres industrielles relativement élevé. Les dernières industries à Monaco tiennent bon. À mon nez, le SMIC à 2300 €, à 2500 € serait dangereux par rapport à la compétitivité. Jusqu'à 3000 € de salaire, le coût d'un salarié à Monaco est beaucoup plus cher qu'en France. Nous n'avons pas les aides Fillon, nous n'avons pas les allègements de charges et tout ce qui est activité de production dans le secondaire, dans le primaire, dans le tertiaire, sont pénalisés par rapport à d'autres pays. Je parle de la France, mais bien sûr les pays de l'Est, et bien entendu des pays plus lointains aussi. Si on veut maintenir 4000 emplois dans l'industrie à Monaco comme nous les avons, il faut savoir être raisonnable. Et par ailleurs, toute augmentation de coûts, je dirais pour l'entreprise, risque d'amener soit des délocalisations, des fermetures d'activités, soit des surcoûts dans le prix de vente de nos prestations qui peuvent amener nos clients à nous quitter.
Il faut être très prudent là-dessus. Nous avons prouvé que le pouvoir d'achat est maintenu et a été maintenu sur une très longue durée et même amélioré au niveau salarié monégasque. L'INSEE fait un travail remarquable pour démontrer que le pouvoir d'achat des salariés, secteur par secteur, est clairement augmenté chaque année par les chefs d'entreprise qui sont responsables, qui veulent maintenir l'attractivité de nos entreprises pour attirer les meilleurs à Monaco. Je me répète, nous n'avons pas d'agriculture, pas de mine d'or, pas de pétrole à Monaco. Notre seule richesse, c'est notre capacité à créer un système qui attire les meilleurs pour qu'ils viennent bosser et créer de la richesse à Monaco. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais dans un État comme Monaco, justement, ça serait pas envisageable cette répartition des richesses en quelque sorte ? Mais la répartition des richesses est déjà très favorable. Nous avons un salaire médian qui est 30% plus élevé que le salaire médian en France. Donc il faut être conscient de la situation. Un certain nombre de secteurs payent mieux et beaucoup mieux qu'en France. Les prestations médicales, les prestations familiales, les prestations sociales, la retraite sont bien meilleures à Monaco, en plus que le salaire au mois, au quotidien, net, qui est déjà 30% supérieur au salaire français. Il faut savoir raison garder. D'accord. Un autre sujet, Monaco est dans la liste grise du GAFI. Est-ce que c'est un problème pour la FEDEM, pour les entreprises monégasques ? Un certain nombre de secteurs d'activité sont pénalisés par cette mise en liste grise. Nous attendons clairement du gouvernement qu'il prenne les mesures pour nous sortir le plus rapidement possible de cette liste grise. Ce qui est fait est fait. Il faut tirer aussi les leçons du passé, comme l'a dit le ministre de l'économie Pierre-André Capiori, et être beaucoup plus proactif par rapport à l'environnement international de Monaco afin de respecter le cadre que nous sommes engagés à suivre dans des différents accords avec les associations et les systèmes mondiaux. J'imagine que vous avez suivi aussi les annonces de la SNCF sur les trains le soir. Quelle est votre réaction ? C'est un problème pour l'attractivité en principauté pour vous, j'imagine ? Évidemment, toutes les activités qui fonctionnent en 2 postes, ça peut être même en 3 postes. Rappelez-vous à l'époque, Mecaplast avait des bus qui tournaient en 3-8 pour venir chercher les ouvriers à Vintimille et les amener à Monaco travailler. Aujourd'hui, les industries travaillent encore en 2-8 quand elles ont activité. Ça veut dire qu'on finit à 10h du soir. Le temps d'aller à la gare, on n'y a plus de train. Et puis, bien entendu, toutes les activités de l'hôtellerie, de la restauration ou du gardiennage, ce sont des tas d'activités qui ont besoin clairement d'avoir des systèmes de transport, des infrastructures de transport efficaces, raisonnables et cohérentes par rapport à notre développement économique. Nos salariés ne doivent pas être obligés de prendre des moyens de transport qui peuvent être même dangereux le soir ou la nuit parce que la SNCF n'est plus disponible. La décision d'arrêter les trains à 9h du soir sans concertation était absolument inadmissible. Heureusement, le ministre d'État a fait le travail pour faire revenir en arrière la SNCF, mais ça traduit encore et toujours un certain état d'esprit qui ne nous satisfait absolument pas. Philippe Ortelli, merci de nous avoir exposé votre point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce mercredi, à 20h30, l'AS Monaco Basket dispute son premier match d'Euroleague à l'extérieur. La Roca Team reste sur 2 succès consécutifs sur la scène européenne, mais s'attend à un match âpre sur le parquet du Barça. Un premier déplacement qui sera marqué par le retour de Jordan Lloyd, 3 mois après son départ au Maccabi Tel Aviv. Écoutez à ce propos le coach Sasa Obradovic ainsi qu'Alpha Diallo. It's a great player, great person, even he came in a great shape. Now just simple, to get into the system, but with him, would be easier. It's okay. Of course, it's a first game. You never know, but with the time, it's a good addition, I would say. I think every game is really a test in the EuroLeague. Everyone wants to start out good, and going away on Barcelona, we know it's not going to be an easy game, so we got to bring our A game. I think Jordan's an incredible player. For the past 2 seasons, he's done some great things here with us, and we're happy to have him back. La crèche de Monte-Carlo fait l'objet d'une rénovation complète depuis le mois de juillet. Une équipe s'est rendue sur le chantier pour suivre l'avancée des travaux, de quoi donner un avant-goût aux futurs bambins qui pourront y mettre les pieds dès le mois de janvier. Reportage signé Alban Gingembre et Lionel Bernardi. C'est l'une des crèches historiques de la Principauté. 30 ans plus tard, la crèche de Monte-Carlo est complètement rénovée. Une réorganisation des espaces nécessaires pour accueillir le personnel plus nombreux. On avait besoin de plus de place, réorganiser les volumes pour que ce soit plus fonctionnel.
et plus sécuritaire. C'est une crèche de presque 40 berceaux, donc on a plusieurs catégories, il a fallu s'organiser. Il y a beaucoup de personnel pour s'occuper d'eux, donc effectivement il y a beaucoup de place à réorganiser. Donc on a eu recours à un ingénieur structure pour modifier quelques ouvertures et de réagencement, de cloisonnement intérieur. Le chantier est réalisé avec des entreprises locales, 535 mètres carrés consacrés à des espaces de vie, des espaces d'accueil et surtout des espaces où il fait bon vivre. C'était vraiment un curage complet, sol, mur, plafond, technique, on a tout refait, chauffage, climatisation, tout. La sécurité d'accès, le contrôle technique et aussi l'accessibilité PMR. On a réorganisé la totalité pour que ce soit conforme. C'est pour la petite enfance, donc le but du jeu c'est que ce soit un peu mignon, un peu festif, cocooning, évidemment qui ne peut pas se faire mal. Les travaux sont aujourd'hui en phase de finition. La crèche pourra accueillir les enfants le 5 janvier 2025. Et puisque l'on parle des travaux de cette crèche, c'est l'occasion pour nous de faire un tour d'horizon de ce qui est proposé par le service Petite Enfance et Famille de la mairie. Chloé Boscagli-Leclerc, bonsoir. Bonsoir à tous. Combien d'enfants la crèche de Monte-Carlo accueille-t-elle d'ordinaire ? Alors on est à peu près une 50aine d'enfants répartis sur 2 sites. Le site que vous voyez derrière moi qui est en travaux, c'est le site dit principal. C'est le site qui accueille les enfants de 0 à 2 ans. Ensuite, nous avons une annexe qui est dans l'immeuble situé en face et qui accueille les enfants pour des projets pédagogiques de 2 à 3 ans. Et en quelques mots, quelle est l'âme de cette crèche sur le rocher ? Oui, alors vous savez, en mairie de Monaco, nous avons beaucoup de structures collectives d'accueil différentes. Nous avons les crèches collectives, les micro-crèches. Nous avons le jardin d'éveil qui est également dédié aux 2-3 ans. Et nous avons la crèche familiale. Donc la crèche collective de Monte-Carlo est une des crèches historiques de la mairie de Monaco. Elle est née il y a près de 30 ans. Et l'esprit de cette crèche de quartier qui a toujours été extrêmement sollicitée, puisque longtemps avant la crèche de Testimonio qui est apparue l'année dernière, elle était la seule du quartier de Monte-Carlo. Donc elle a toujours été très prisée par les familles et c'est une de nos plus anciennes crèches auxquelles on est évidemment très attachés. Et quelles sont justement les grandes crèches de la principauté ? La plus grande est la crèche de l'Île aux Bambins qui peut accueillir jusqu'à 65 enfants, qui est située à la Condamine, qui nous permet justement par sa localisation d'être très centrale. Et l'autre grande crèche qui fait pendant géographique, c'est Testimonio avec plus de 50 enfants et qui a vu le jour l'année dernière. Une autre grande crèche va naître également à horizon 2027, ce sera au niveau de Bel Air. Et c'est aussi une crèche qui est appelée de ses voeux, car comme vous le savez, c'est un quartier qui se développe énormément et qui va avoir besoin de structures d'accueil de la petite enfance. Il y a combien de crèches au total à Monaco ? Nous avons 13 structures de collectivité, tout confondu. D'accord, dont des micro-crèches. Qu'est-ce qu'une micro-crèche d'ailleurs ? Pourquoi on appelle ça une micro-crèche ? Alors, la micro-crèche est un mode de garde particulier. Nous en avons 3 en principauté. Elle peut accueillir jusqu'à 11 enfants. Ce sont soit des structures qui sont destinées aux enfants qui peuvent avoir une santé légèrement plus fragile et où la collectivité n'est pas autorisée, ou alors des personnes aussi qui ont des contraintes horaires spécifiques. Et en tout, sur Monaco, combien d'enfants sont pris en charge par le service de la petite enfance de la mairie ? Alors nous avons 48 berceaux et vous savez que évidemment toutes les familles n'utilisent pas la crèche de la même façon. Tous les enfants ne sont pas accueillis forcément pendant les 5 jours de la semaine. En tout, notre service concerne 500 familles. 500 familles, d'accord. Et au-delà de la crèche de Monte-Carlo qui rouvrira en janvier, donc il y a en perspective la crèche dont vous nous avez parlé, hein, c'est ça ? Il va y avoir d'autres crèches également ? Oui, tout à fait. Donc nous avions mené un travail aux côtés du gouvernement princier et de l'IMSEE il y a quelques années maintenant, en 2018, pour essayer absolument que des structures d'accueil de la petite enfance puissent voir le jour à chaque livraison d'appartements domaniaux, d'immeubles domaniaux, pour pouvoir vraiment répartir au mieux et au plus près des besoins de la population ces crèches. C'est ainsi que sont nés de ce travail-là, évidemment, Testimonio, Honoria
Et puis nous attendons l'année prochaine la crèche Dida et enfin la crèche Bel Air. Ce travail devra être continué puisque, évidemment, vous vous en doutez, c'est un mode d'accueil, le mode d'accueil collectif, qui est très sollicité par les familles. C'est une tendance que l'on voit qui n'est pas forcément corrélée avec le taux de natalité, mais qui est un vrai changement des mentalités et qui amène de plus en plus de familles à opter pour cette collectivité et on en est très fiers. La petite enfance, c'est aussi le mini-club qui accueille des enfants pendant la période estivale. Tout à fait. Oui, nous avons la chance aussi au service petite enfance et famille de la mairie d'avoir cette structure, la seule structure d'accueil pour les enfants de la principauté de 3 à 12 ans qui se trouve sur le territoire monégasque et qui est au Larvoto, donc placé au mieux. Cette structure d'été accueille en juillet et en août une 50aine d'enfants. Et cette année encore, elle a rencontré un franc succès parce que les activités sont nombreuses, que les enfants apprécient d'être ensemble et ils font tout ce qu'il est imaginable de faire en principauté. Et Dieu sait que la principauté offre des activités géniales pour les enfants. Notamment d'ailleurs grâce aux autres établissements de la mairie, la piscine Régnier 3, nous avons aussi le karting sur le port, ils ont pu faire tellement d'activités, ils en avaient des étoiles dans les yeux et je suis certaine que l'année prochaine nous aurons à nouveau beaucoup de succès. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du service petite enfance et famille de la mairie. Chloé Boscagli-Leclerc, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt, merci. Les momies, les pharaons, les pyramides, de nombreux mystères de l'Égypte antique restent encore à résoudre. Un monde fascinant qu'a étudié Christiane Ziegler tout au long de sa vie. Cette égyptologue de renom était la première invitée de l'association monégasque pour la connaissance des arts hier. Sarah Nkari et Alexandra Marangoni ont assisté à sa conférence. Regardez. Si elle n'est pas la reine d'Égypte, elle est bel et bien la reine de l'égyptologie. Christiane Ziegler est venue du Louvre où elle travaille habituellement pour partager un peu de son savoir pharaonique au public du Théâtre des Variétés à l'occasion de la première conférence de l'AMCA. J'ai découvert l'Égypte, ses momies, ses trésors, ses dieux, quand j'avais 10 ans, 8-10 ans, parce qu'en fait, elle occupait dans les programmes scolaires une place, je crois qu'elle a perdu. Donc c'est venu comme ça, mais j'avais beaucoup d'autres amours, j'aimais beaucoup les Incas. Et puis bon, le hasard, surtout des rencontres, a fait que j'hésitais, j'ai fait un peu quelques années de Sciences Po, j'ai été à la Sorbonne également pour suivre une licence d'histoire, puis j'ai rencontré un professeur formidable, Jean Leclan, qui m'a fait vraiment, qui m'a passionné pour cette civilisation. C'est avec toute sa passion que pendant 1 heure, la conservatrice revient sur l'histoire des musées d'Égypte, le grand musée du Caire, mais aussi les musées de région, car tous regorgent de chefs-d'œuvre. Oh ben, ce qui vient à l'esprit du grand public, c'est le trésor de Toutankhamon, qui a été découvert sur sa momie, son masque funéraire, et puis les sarcophages emboîtés, les grandes caisses ornées, plaquées de feuilles d'or, et puis tout le mobilier tout autour, des vases en albâtre magnifiques, des bijoux. C'est ça qui fait rêver une partie du public. Dans cette 39e saison, l'association nous transporte à travers 4 continents, et le prochain stop se fera au Château de Chambord, monument incontournable du patrimoine français. Et cette conférence sera prononcée par notre ambassadeur de France à Monaco, comte Jean d'Aussonville, qui a été administrateur et directeur du domaine de Chambord. Ensuite, la conférence suivante, qui aura lieu non pas au Théâtre des Variétés, mais au Théâtre Princesse Grace, aura pour thème les grands musées de Philadelphie. Bien entendu, le Théâtre Princesse Grace rend hommage aussi à la princesse qui est née à Philadelphie. Et nous terminerons par un autre continent, l'Asie, et il s'agira de présenter le musée Edo de Tokyo. Un voyage auquel devraient participer une centaine de personnes par rendez-vous. En attendant, la prochaine conférence sur le château de Chambord se déroulera donc le 25 novembre, toujours au Théâtre des Variétés. À moins d'1 mois des élections présidentielles américaines, l'association Monaco-USA s'est réunie aujourd'hui autour d'un déjeuner gastronomique. Objectif, évoquer ensemble les différents enjeux de ces élections, avec comme invité Madame Siri Trancalsa, experte dans ce domaine. Paola Semoa et Camille Caloni ont assisté à leur réunion pour vous. Reportage.
C'est un déjeuner pas comme les autres. Si l'océan Atlantique sépare les États-Unis et Monaco, ici, dans cette salle privatisée, les élections présidentielles américaines sont au cœur des discussions. What state has the most electoral votes? So the most votes in the electoral college? California. California, good. Okay, all right. Ils sont près d'une douzaine et font tous partie de l'association Monaco-USA, basée sur la principauté depuis 1973. Parmi eux se trouve Mary Lee. Cette résidente de Monaco depuis 40 ans est venue à la recherche de réponses. Je comprends tout pas très bien. Alors je veux comprendre plus pourquoi je suis en train de voter. Et ce que je cherche, c'est de comprendre pourquoi les personnes qui ne pensent pas comme moi pensent comme ils pensent. Alors moi, j'essaie d'étendre un peu mes connaissances de ce qui se passe. Parce que je crois que tout le monde, si on voit quelque chose d'une certaine façon, c'est difficile de comprendre ce que les autres voient. Et si je suis ici, c'est peut-être d'apprécier pourquoi les autres ne pensent pas comme moi. Et peut-être je peux les convaincre de penser comme moi. Des questions auxquelles vont donc répondre la spécialiste en politique et ancienne collaboratrice de l'ex-président Barack Obama, Siri Trang Khalsa. The result of the election, it's very important and it's complex. There's a lot of issues. So the idea is just to understand what are the issues, what are the positions. Everything that happens in the US has some impact in the rest of the world. For the Americans in Monaco, we think about our ability to travel. We think about how it affects our residency. We think about our taxes. This is always something very important. But I think also we think about America's place in the world and how America is promoting democracy. Pour rappel, les élections présidentielles américaines auront lieu le 5 novembre prochain. On vous retrouve, Christina, pour la météo. Qu'allez-vous nous annoncer pour demain ? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Eh bien malheureusement demain le temps ne sera pas au beau fixe. Au programme le matin des orages, l'après-midi des averses. Et sinon du côté des températures, le thermomètre oscillera entre 19 et 21 degrés. Et puis sinon demain nous fêterons les Edwiges. Merci Christina. Les photos de fin de journal de Stéphane Danin sont consacrées aujourd'hui à un concours organisé par la SBM au One Monte Carlo et ça fait de belles photos. Un concours d'entremets festifs. Entremets festifs, rien que le nom donne l'eau à la bouche. Ça sera d'ailleurs un reportage à découvrir prochainement sur Monaco Info. On se retrouve pour une nouvelle édition, mercredi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.